20h, 21h, France Info, les informés, Victor Matet. Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour ces informés, comme vous le savez, comme chaque samedi, avec les correspondants en France de la presse étrangère. À la une ce soir, bien sûr, la visite du pape François à Marseille, une messe en présence du président de la République, Emmanuel Macron. L'engouement autour de ce rendez-vous dans un pays laïque vous surprend-il? Qu'en dit-on à l'étranger? Nous allons longuement en discuter. Nous reviendrons aussi sur la venue cette semaine du roi Charles III, le roi d'Angleterre en France, avec un important dispositif sécuritaire. La police, justement, au cœur de manifestations contre les violences qu'elle commet, ce qui provoque des divisions au sein de la gauche. Autre question, comment parle-t-on de ces questions ailleurs en Europe? Un ancien préfet du Rwanda mis en examen en France pour complicité de crimes contre l'humanité près de 30 ans après le génocide. Où en sont aujourd'hui les poursuites? Et puis un mot à la fin de ces informés sur un déformé de la mâchoire, la star de l'équipe de France de rugby, Antoine Dupont, blessé et dont les coéquipiers attendent le retour comme le Messie. Pour en débattre, et des journalistes aussi experts en religion qu'en ballon. Bonsoir Alberto Toscano. Buonasera. Journaliste italien à Paris depuis plus de 35 ans maintenant. Bien évidemment. Anna Navarro Pedro, bonsoir. Correspondante de la presse portugaise. Adeline Percep, bonsoir. Correspondante de la RTBF à Paris. Juan José Dorado, bienvenue et bonsoir. Buenas tardes. Journaliste espagnol en France. Entre deux matchs de rugby et l'actualité de son club de football, religion du quotidien, Marseille vit ce week-end au rythme des messes et de la parole papale. Le pape François sur place pour une messe cet après-midi au Vélodrome, mais surtout pour parler ce matin, comme ce fut le cas hier, du sort des migrants. Ma chi rischia la vita in mare non invade. Ceux qui risquent leur vie en mer n'envahissent pas, ils cherchent un accueil. Le phénomène migratoire n'est pas tant une urgence momentanée, toujours bonne à susciter une propagande alarmiste, mais un fait de notre temps. Le pape François à Marseille. Allez, honneur à l'Italie dans ces informés pays du Vatican. Vous comprenez, Alberto Toscano, cet engouement pour le pape François tout ce week-end en France? Si, engouement, ce n'est pas le terme que j'utiliserais. Je dirais plutôt intérêt. Intérêt pour l'homme, intérêt pour ce qu'il représente, et aussi intérêt pour son discours. Parce qu'une phrase m'a frappé du discours d'aujourd'hui, et il faut dénoncer l'épidémie de l'indifférence. Et c'est vrai, il faut réfléchir sur l'épidémie de l'indifférence. C'est envie de regarder seulement soi-même. Et c'est un discours qu'évidemment le pape, on ne peut pas lui en vouloir, fait sur un registre religieux, mais qu'on peut faire aussi sur un registre tout à fait laïque. On a besoin de plus de solidarité, et le message du pape, à l'occasion de sa visite à Marseille, a été un message de solidarité. Adeline Percept pour la RTBF et la Belgique. Votre chaîne n'avait envoyé personne à Marseille. Vous auriez pu y être aujourd'hui. Quel regard on porte sur tout ça en Belgique ? En Belgique, ce qui a surtout retenu l'attention, c'est évidemment ce discours sur les migrants, sur le manque d'accueil. Et ça a été au fond un point d'appel pour reparler de la responsabilité européenne, de la répartition de ces personnes qui viennent. J'ai relu Ce qui est particulier, c'est que cette venue du pape, elle arrive juste après la séquence, si on peut l'appeler comme ça, de Lampedusa. Oui, effectivement. Et déjà, alors, en 2013, à Lampedusa, justement, le pape avait prononcé des mots très forts, quasiment les mêmes malheureusement. On est 10 ans plus tard, ces mots ont clairement une résonance, on sent que ça intéresse les gens, et on est quand même en France chez la fille aînée de l'Église, on le dit, il y a eu des paroles fortes comme celle de Sœur Emmanuel ou de l'abbé Pierre qui ont toujours beaucoup touché les Français, mais si vous voulez, on peut s'interroger, effectivement il y a 10 ans il disait la même chose. Et aujourd'hui, c'est au fond ce goût très amer qui reste. C'est ce que j'ai beaucoup vu dans la presse belge sur on a une responsabilité sur ce qui est une catastrophe. Il y a eu plus de 27 364 morts en mer depuis 2014. Donc ça correspond à peu près en termes de date. Et maintenant, il va falloir trouver des solutions. Pour revenir sur le pape François, il a reçu il y a 10 jours
le roi Philippe et la reine Mathilde. Oui, oui, tout à fait. Et bon, c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne m'a pas envoyé, c'est parce que cette séquence a déjà été présente en Belgique. Mais c'est intéressant de voir comme le pape va voir, au fond, les dirigeants de différents pays européens pour justement porter ce message. Juan José Dorado, l'Espagne, pays très, très catholique, quel regard on a là-bas sur cette visite en France du pape François ? Déjà, on avait un regard très particulier parce que les problèmes liés à l'immigration touchent directement aussi l'Espagne et des très près. Il faut juste se rappeler la séquence de 2018 avec l'Aquarius, où c'est l'Espagne qui avait ouvert ses ports face à la négative de l'Italie et de la France. Donc, le regard sur le discours du pape, malheureusement, dirais-je, et c'est lui qui disait Adeline, effectivement, un regard qui, depuis 2013, depuis Lampedusa, sa première visite, reste le même. Ce qui est intéressant, par contre, aujourd'hui, c'est qu'il est allé peut-être un tout petit peu au-delà quand il a critiqué le modèle d'assimilation en France parce qu'il est très rigoureux, effectivement, et surtout... Alberto parlait justement d'une phrase. Moi, j'ai retenu plutôt du côté espagnol le fait qu'à un moment donné, il ait parlé de cette indifférence et du fait que personne n'est coupable dans l'indifférence. Non, tout le monde est coupable dans cette indifférence. L'Espagne se rappelle très bien ce qui s'est passé il y a quelques années du côté de Ceuta de Melilla, avec les migrants qui arrivaient via Gibraltar et le drame que ça supposait. Et donc pour nous, les paroles du pape ont du sens parce que nous avons vécu justement cette arrivée massive aussi d'immigrés du côté espagnol, comme l'Italie le vit depuis des années, mais surtout depuis cette dernière semaine du côté de Lampedusa. Le sens de cette visite du pape François, on va continuer à en parler, on vous donne la parole dans un instant. Anna Navarro-Pedro, le temps de dérouler le fil info, puisqu'il est 20h10 sur France Info. Stéphane Milhomme. Emmanuel Macron, invité des journaux de 20h de TF1 et France 2 demain soir, alors que plusieurs gros dossiers arrivent. Le budget 2024, la planification écologique et après avoir été marqué par un été de crise au Niger et toujours la question de l'inflation. Le chef de l'État était aujourd'hui à Marseille, notamment pour écouter le discours du pape François. Au Prado, le souverain pontife appelle l'Europe à agir sur les migrations, que la Méditerranée ne soit pas une mer morte. Le président de la République y recevait aussi cette semaine le roi Charles III de Grande-Bretagne. 6 personnes interpellées et 3 policiers blessés légèrement après le caillassage d'une voiture de police. La dégradation d'une banque, sinon 9000 personnes à Paris ont participé à la manifestation contre les violences policières et le racisme. Le ministre de l'Intérieur en recense plus de 31 000 dans toute la France. Il était depuis 2 ans dans le collimateur de la justice, mais depuis longtemps dans celui de l'association qui traque les génocidaires présumés du Rwanda. Un ancien préfet, Pierre Kayondo, est mis en examen à Paris et incarcéré, suspecté d'avoir activement contribué à l'organisation du génocide de 1994 sur une partie du Rwanda. Et puis à l'ONU, l'Azerbaïdjan promet de traiter les Arméniens du Karabakh comme des citoyens égaux. Sur place, ces soldats procèdent avec la Russie à une démilitarisation des forces de cette région sécessionniste du Haut-Karabakh, en majorité peuplée d'Arméniens. France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Matet. Et dans les informés, on continue à parler de la venue à Marseille du pape François tout ce week-end. Anna Navarro-Pedro pour le Portugal. Les journées mondiales de la jeunesse ont eu lieu cet été au Portugal. Dans votre pays, il y a aussi ce fort engouement pour la religion, bien sûr, et pour le pape François. C'est un pays très catholique, mais comme en France... l'appartenance au catholicisme a tendance à devenir plutôt culturelle que cultuelle, dans le sens où les gens ne vont plus autant à la messe comme avant, peut-être plus qu'en France, parce qu'en France, je crois que c'est 50% de la population qui se dit catholique, et dans ces 50%, la moitié qui dit qu'elle ne pratique pas, elle ne va jamais à l'église, sauf pour les enterrements, les baptêmes et les mariages, évidemment. Et c'est un petit peu parfois pas avec une partie de notre population. Mais il y a encore il y a moins de brassage de religion au Portugal et depuis moins longtemps aussi, donc la religion catholique est assez dominante. Mais pour cette visite du pape à Marseille,
On n'a pas d'envoyés spéciaux non plus, puisqu'il a été chez nous si longtemps, là, cet été, ça va. Mais effectivement, c'est le discours... On en parle quand même dans les médias, j'imagine. Énormément. Mais c'est surtout le discours sur les migrants qui, effectivement, a marqué plus que la messe ce soir à Marseille. Ce discours sur les migrants, mais il n'a pas déclenché, contrairement à la Belgique, il n'a pas déclenché vraiment d'analyse. Peut-être parce que nous n'avons pas le problème de réception des migrants sur nos plages. Pas souvent, un tout petit peu, mais pas souvent. Et en même temps, nous accueillons quand même pas mal d'immigrés, ceux qui veulent venir. Souvent, ils ne veulent pas venir chez nous parce qu'ils disent que ce ne sont pas assez bien pour eux. Mais voilà. Alberto Toscano. Oui, je suis d'accord avec ce qu'Anna disait, mais je voudrais quand même réagir en rajoutant un élément de réflexion, à mon avis. Bien sûr qu'en France, mais en Italie aussi, et ailleurs aussi, j'imagine aussi en Espagne et en Belgique, les églises sont moins fréquentées par la population. Mais je crois justement que la nouveauté de ce pape et aussi de ce voyage à Marseille est justement de mettre ce problème sur un autre plan. On n'est pas que sur le plan religieux. Le problème n'est pas de réfléchir, le problème n'est pas de fréquenter, excusez-moi, les églises, n'est pas physique. Le problème est quelque part moral. Le problème est d'avoir une population qui peut-être va moins à la messe, mais qui est plus sensible à certaines valeurs, qui sont des valeurs de solidarité. Et là, c'est un pape politique qui fait ça. Mais tous les papes et toutes les papautés ont été politiques. C'est la politique de ce pape est de déplacer la réflexion religieuse d'un élément quand même extérieur de fréquenter la messe à un élément beaucoup plus moral. On a largement dépassé le cadre de la religion avec ce déplacement et plus généralement avec le pape François, Adeline Persel. Oui, bien sûr, mais il est comme ça, le pape François. Il est très politique. J'ai l'impression aussi qu'il insuffle, mais ça, c'est peut-être ce dont je m'aperçois, moi, dans mon quartier, ma ville, etc. Je vois que les églises, ces dernières années, ont tendance à s'ouvrir. Certes, il y a moins de gens sur les bancs de l'église à la messe le dimanche, mais on voit qu'ils organisent, les jeunes prêtres qui sont dans les quartiers, organisent des fêtes devant les églises. On les voit parfois faire des confessions devant les églises aussi. Enfin, j'ai vu ça plusieurs fois en Île-de-France ces 6 derniers mois. Donc j'ai l'impression que, pour rejoindre ce que vous disiez, Alberto, il insuffle comme ça quelque chose de... si la société ne vient pas à vous, allez à la société avec un message au fond. On parlait des jeunes prêtres, on évoquait tout à l'heure les journées mondiales de la jeunesse. Ce pape, alors il a 86 ans, il n'est lui-même pas tout jeune, mais est-ce qu'il parle un peu plus peut-être à une certaine jeunesse, Juan José Dorado ? Il parle beaucoup plus à la jeunesse que le faisait Bénédicte XVI, c'est une réalité. Du côté espagnol, encore plus parce qu'il est argentin. Et donc, il y a une espèce de proximité culturelle avec ce pape qui fait qu'il est très apprécié du côté espagnol. Et quand vous parliez du fait que c'est un pape politique, la preuve est qu'avant de venir en France, à 2 reprises, il a insisté sur le fait qu'il ne venait pas en France, qu'il venait à Marseille. D'ailleurs, il y a quelques semaines, on lui a dit... Il est venu pour les rencontres de la Méditerranée, il veut venir sur les bords de la Méditerranée. En France. Je vais juste à Marseille, pas en France, à Marseille. Ce qui a contrarié l'Élysée d'ailleurs. D'ailleurs, on lui a posé la question, et quand est-ce que vous viendrez en Espagne ? Parce qu'il n'est pas encore allé en Espagne. Et là, il a insisté sur le fait, j'irai d'abord voir tous les petits pays européens avant d'aller voir les grands pays européens. Donc effectivement, la démarche politique est depuis la première seconde, les cas de Lampedusa en 2013, jusqu'à aujourd'hui, c'est sa marque de fabrique. L'immigration, mais aussi la jeunesse. Il parle beaucoup plus aux jeunes qu'il ne le faisait Bénédicte XVI, même si Jean-Paul II était quand même très apprécié aussi des jeunes. Anna Navarro-Pedro sur ce point-là. Alors oui, effectivement, il parle beaucoup de fraternité, il parle de la famille. C'est un pape censé être progressiste, considéré comme étant progressiste. D'ailleurs, l'Église conservatrice ne l'aime pas. Les catholiques laïcs l'apprécient beaucoup. Il y a quand même 10 ans de pontificat maintenant, et la question est jusqu'où va la parole du pape ? Parce qu'il y a cette parole qui est forte, mais son parole n'est pas suivie d'action sur son agenda, souvent.
Et donc c'est pour cela qu'on on a inventé un néologisme, on parle de papulisme, un mélange de populisme et de papisme. Parce qu'effectivement, alors est-ce parce que l'Église n'est plus aussi forte qu'il n'a plus que le règne de la parole, comme le secrétaire général de l'ONU l'a dit récemment pour lui-même sur une télé américaine, je n'ai que la parole, rien, aucun autre pouvoir. Est-ce cela ou est-ce que effectivement, en bon jésuite, il sait être accueilli vraiment comme une star du foot, comme c'était pour la messe à Marseille, où les gens étaient en folie, où des prêtres faisaient des holas. Et en même temps, une fois passé ce moment de réjouissance, pas grand-chose ne suit. Alberto Toscano, je voudrais qu'on redise un tout petit mot, on l'a évoqué tout à l'heure, de cette venue du pape en France, un pays laïque, même si majoritairement catholique de tradition et encore aujourd'hui. Voilà, on a vu les chaînes de télé, tous les médias suivre attentivement, seconde par seconde. On a vu jusqu'au décollage de l'avion tout à l'heure. Quel regard vous portez, vous, là-dessus ? Ça a été un événement. Et je crois que les médias français ont bien fait de s'intéresser au discours du pape, et ce discours étant lié à la personne et à l'événement, aussi à l'événement en soi. Je crois qu'il y a des aspects de cet événement, de ce discours, qui volontairement ont été un peu cachés, et l'un de ces aspects a été l'engagement politique de ce pape, avec l'engagement politique du président de la République française pour la paix. Parce que s'il y a un dossier aujourd'hui brûlant, tragiquement brûlant en Europe, et celui de la guerre et de la paix, on le sait bien sûr en Ukraine, mais on voit ce qui se passe en Arménie, en Azerbaïdjan, on voit d'autres situations d'extrême tension et d'extrême danger. Je crois qu'une puissance morale comme le Vatican, qui est un État quand même, et une grande puissance comme la France peuvent travailler ensemble, et je suis persuadé que dans le tête-à-tête entre Emmanuel Macron et François, on a parlé aussi de ça. Et on va parler, nous, dans un instant, d'une autre visite cette semaine en France, celle du roi d'Angleterre. Ce sera après le fil info, 20h20, Stéphane Milhomme. Et après les États-Unis et le Canada, pour obtenir de nouveaux soutiens militaires et financiers pour sa contre-offensive, le président Volodymyr Zelensky fait escale aujourd'hui en Pologne pour remercier des combattants volontaires au moment où les relations entre les Ukrainiens et le gouvernement polonais connaissent de vives tensions. Le pape est désormais dans l'avion du retour après un voyage très politique à Marseille, 2 jours pour plaider la cause des migrants, notamment ce matin au Faro, dans un discours à destination des Européens et face à Emmanuel Macron, messe en plein air et au Vélodrome avec plus de 60 000 fidèles, y compris d'ailleurs à l'extérieur du stade. Le milliardaire tchèque Daniel Křetínský revend à Xavier Niel ses parts du quotidien Le Monde. Le montant n'est pas précisé. Le Français est déjà présent au capital du groupe de presse. Daniel Křetínský reste impliqué dans d'autres titres en France, comme Elle ou encore Marianne. L'Angleterre est quasiment qualifiée pour les quarts de finale du mondial de rugby. Elle écrase le Chili 71-0, Géorgie-Portugal 18 partout. En attendant le 3e match du jour à 21h depuis le Stade de France, l'Afrique du Sud opposée à l'Irlande. Et puis la suite de la 6e journée de Ligue 1 de football, Nantes a battu Lorient 5-3. À 21h, Brest, actuel 3e du classement, affrontera l'Olympique Lyonnais. France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Matet. Je vous l'annonçais, l'autre événement de la semaine en France, c'était la venue du roi Charles III, le roi d'Angleterre. Je me tourne vers la Belgique, vers l'Espagne. Est-ce que les rois et reines de vos pays, à tous les deux, ont été jaloux ou sont jaloux peut-être de la popularité, ou en tout cas de l'accueil réservé en France au roi d'Angleterre? Adeline Percept, ça vous fait rire? Oui, ça me fait rire parce que je ne pense pas qu'il y ait une grande jalousie au fond. Mais c'est vrai que vous avez raison. La famille royale britannique occupe une place très très spéciale dans le cœur des Français. Je crois qu'il y a un petit côté, quand on regarde Voici du coin de l'œil, quand on est chez le dentiste, vous voyez, il y a ça. Mais il y a aussi, comme cette royauté, cette famille royale britannique a une certaine histoire, je pense que les Français
comparent aussi leur propre passé, vous voyez, la grandeur monarchique de la France. Et on a vu d'ailleurs ces scènes qui paraissaient, comment dire, peut-être un peu anachroniques, de voir à Versailles, vous y étiez d'ailleurs, je crois, oui, j'y étais. le président de la République recevoir le roi d'Angleterre dans ce lieu si particulier. Oui, mais vous savez, Emmanuel Macron avait dit il y a quelques années à un excellent journal indépendant qui s'appelle Le 1, il avait dit « Je crois qu'au fond, les Français n'ont pas vraiment voulu tuer le roi ». Il avait dit ça, c'est une analyse très particulière quand même de l'histoire de France. Mais je pense qu'Emmanuel Macron est peut-être le président de la Ve République qui assume le plus cet héritage monarchique au fond. Et que ça fait partie de la personnalité des Français. Il n'a peut-être pas si tort que ça. Et on sait que le roi Charles III est venu en France, en fait, à la demande du Premier ministre britannique Rishi Sunak. C'est un voyage très diplomatique. En Espagne, Juan José Dorado, il y a ces liens très politiques entre le roi et le gouvernement. Ah oui, forcément, parce que même si le roi reste le chef de l'État, les voyages du roi sont supédités aussi à l'autorisation du Premier ministre et aux intérêts du gouvernement et donc de l'Espagne. Mais c'est vrai que c'est un voyage extrêmement politique. Pour nous, les Espagnols, essentiellement, on a axé nos commentaires, nos réflexions sur le fait que c'était une espèce de nouvelle entente cordiale. Après les années Brexit, où ça a été très compliqué, les années Boris Johnson ont été aussi très compliquées. Donc, c'était une façon de remettre à nouveau en marche en France aussi. Cette relation. Donc, nous, on a plutôt axé là-bas. Après, c'est vrai que mes confrères m'ont posé beaucoup de questions sur cet aspect très particulier de la France monarchique, parce qu'ils ont du mal à comprendre que la patrie de la Révolution française ait autant d'intérêt pour la monarchie anglaise, parce que nous, lors du voyage de Felipe VI en Espagne, le voyage d'État, il n'a pas été reçu à Versailles. Lui, il a été reçu, et le dîner des galas l'a été à l'Élysée. Et c'est vrai que toutes les chaînes info n'ont pas fait des émissions spéciales sur le parcours du roi d'Espagne. Donc, quelque part, on est un peu envieux de la monarchie anglaise. Je posais la question sur la jalousie, qui existe quand même. Plus en Espagne qu'en Belgique, visiblement. Ana Navarro Pedro au Portugal, quel regard on porte sur cette visite du roi Charles III en France? Peut-être pas avec autant d'intérêt que celle du pape, mais vous savez, comme vous autres Français, nous sommes un peuple régicide, sauf que, contrairement à vous, nous nous en sommes remis. Donc nous n'avons pas la même. Ça c'est dit. Nous n'avons pas la même fascination pour la royauté. Nous sommes intéressés. Et puis la maison royale du Portugal marie l'une des infantes là à l'automne. On fait un petit truc, mais on n'en fait pas tout un plat. Et puis nous recevons, la République reçoit dignement. Mais ce dîner de Versailles, savez-vous qu'il est déjà, même aux États-Unis, dans beaucoup de mèmes et dans beaucoup d'illustrations, de commentaires sur les réseaux sociaux, notamment du repas en soi et de la visite en soi, mais de la différence de revenus actuellement dans le monde occidental. Donc attention aux images. Attention aux images, effectivement, qui circulent sur les réseaux. Alberto Toscano, est-ce qu'avec l'actualité liée à Lampedusa, puis celle liée à la venue du pape en Italie, il y avait de la place pour cette actualité liée au roi d'Angleterre? Oui, les chaînes télé italiennes, en particulier celle de la RAI, ont donné beaucoup d'importance à ce voyage, aussi au menu du dîner à Versailles, où tu étais. Mais je n'étais pas au dîner. Pas au dîner. J'étais dans la cour, c'est tout. J'espère que tu me ramènes un peu de dîner. Je pensais que vous aviez le bras plus long, Adeline Berset. Dans les chaînes italiennes, on donnait beaucoup d'importance. Ceci dit, il y a quelque chose quand même de ringard dans cette apothéose de la monarchie britannique. Moi, j'ai rencontré une seule fois, de loin, l'actuel roi. C'était à l'inauguration de l'Airbus A320 à Toulouse en février 87. Donc il était encore prince. Et la marraine de l'Airbus A320 a été Lady Diana. Et cet avion, quelque part, a eu la bénédiction royale britannique. Vous les avez rencontrés si vous préférez. À cette époque-là. Vous les trouvez ringards, Adeline Berset, les membres de la famille royale? Pourquoi
vous me posez toujours ce type de questions, Victor, à moi. Je réagis à ce que vient de dire Alberto Toscano. Si quelqu'un d'autre veut répondre, alors José Dorado. Non, mais vous avez raison, il y a un côté ringard. Après, moi, vous voyez, j'ai regardé cette série Netflix, The Crown, de A à Z. Bon, voilà, c'est ringard et en même temps, on aime que ce soit ringard. Allez, vous êtes sauvés par le gong. Adeline Percet, c'est la fin de la première partie des informés. Surtout, c'est que ce n'est pas un grand roi anglais qui est venu en France cette fois-ci. Et donc, le contraste est là, on le sent. Ce sera le mot de la fin sur ce sujet. Alors, on se retrouve dans un instant après la météo et après l'info. Mano Mano. Et voilà. Pardon, vous n'avez pas oublié le chauffage? Prenez en main vos économies d'énergie en suivant la météo avec Mano Mano. Et ça vous dérange pas si je reste pour la météo? Bricolage, maison, jardin. Mano Mano. Prenez soin de votre santé et de l'environnement en regardant la météo avec le groupe Vive. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un temps calme qui nous attend pour cette première partie de soirée. Malgré quelques averses résiduelles sur le flanc est du pays, un vent fort en Méditerranée, des rafales jusqu'à 70 km par heure et le ciel sans nuages, notamment du côté du nord-ouest du pays. Voici les températures attendues. Ce soir, comptez 7 degrés du côté d'Aurillac, 14 dans les rues de la capitale, 12 à Lille, mais 19 degrés à Marseille. Demain matin, à votre réveil, on va retrouver une masse d'air qui va s'assécher progressivement, encore quelques nuages bas, notamment le matin, du côté du Val-de-Saône. Et dans le courant de l'après-midi, c'est le soleil qui va s'imposer franchement. Voici les températures attendues pour demain matin. Petite fraîcheur matinale, on pourrait même avoir quelques gelée matinale, notamment dans les campagnes, 2 degrés en ville à Aurillac, 16 pour Nice et dans le courant de l'après-midi, nous allons retrouver des valeurs de saison. 19 degrés, ce sera la minimale à Lille, mais 27 degrés attendus à Biarritz. Bonne soirée à tous. Vous avez regardé la météo avec le groupe Vive. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Mano Mano. Et voilà. Pardon, vous n'avez pas oublié le chauffage? Vous venez de prendre en main vos économies d'énergie en suivant la météo avec Mano Mano. Bricolage, maison, jardin. Mano Mano. Ils sont des dizaines d'Arméniens aux abords du pont Akkari, à attendre des nouvelles de leurs proches restés dans la région du Haut-Karabakh. Mes frères, mes tantes, mes oncles sont là-bas. Je les attends. Nous ne savons pas s'ils pourront quitter la région ou si les Azerbaïdjanais entreront. Alors ils ne peuvent qu'attendre. Avec la fin du blocus imposé par les forces azerbaïdjanaises, les premiers convois humanitaires ont pu traverser la route de l'Agdam et le corridor de la Chine. Direction la capitale, Stepanakert. Une première depuis 9 mois. Il y a eu beaucoup de personnes déplacées ces derniers jours dans les villages du Haut-Karabakh. Et ces gens sont jetés dehors. Depuis le cessez-le-feu entré en vigueur mercredi entre les séparatistes arméniens et Bakou, la population du Haut-Karabakh craint des violences. Vendredi, le Premier ministre Nicole Pachinian a indiqué que l'Arménie était prête à accueillir jusqu'à 40 000 familles de réfugiés si nécessaire. Comme des milliers de familles ukrainiennes, Katerina et Hlib ont perdu un proche au front. Son mari pour l'une et son père pour l'autre. Vitali Plaskin avait rejoint l'armée une semaine après l'offensive russe. Il a été tué près de Donetsk. Il n'avait eu aucun entraînement, ni aucune expérience militaire. Comme il disait, comment je vais me regarder en face dans le miroir si je n'y vais pas? Il m'a montré ce qu'était une famille. Et ce qu'était le bonheur. Dans ce jardin d'un sculpteur local, lui-même parti au front, Katerina participe à un groupe de soutien. Une aide psychologique pour ses veuves, portée par des bénévoles. La séance de thérapie d'aujourd'hui a pour thème « Qui étais-je avant le deuil et qui suis-je maintenant ?» Nous avons une activité d'art-thérapie autour de la question « Qu'est-ce que je veux dans l'avenir ?»
De l'art pour panser les blessures psychiques et commencer à faire son deuil. L'association voudrait étendre son initiative à d'autres régions ukrainiennes, car le deuil des veuves reste un défi à relever à l'échelle du pays. Des parcelles de forêt en flammes et des terres agricoles carbonisées. Dans le village de Canamari au Brésil, le feu a surpris les habitants qui ont vu impuissants leurs récoltes partir en fumée. Le feu vient de tous les côtés. Nous ne savons pas d'où il vient. Nous avons perdu nos plantations, notre manioc, nos bananes. Dans la plus grande forêt tropicale au monde, c'est une nouvelle année noire sur le plan des incendies. Plus de 3000 foyers se sont déclarés au mois de juin dernier, du jamais vu depuis plus de 15 ans. Pour les populations sur place, la menace est constante et peut même provoquer des séquelles sur la santé. Nous inhalons cette fumée, ça me fait du mal. Je suis tombée malade, mes filles sont tombées malades, mon mari est tombé malade, mon beau-père, ma belle-mère, tout le monde dans ma maison. Alors que le printemps débute au Brésil, le pays est déjà confronté à une vague de chaleur extrême, avec des températures dépassant parfois les 40 degrés. Un phénomène dont la durée, la fréquence et l'intensité augmentent. – 20h, 21h, les informés, Victor Matet. Avec les correspondants de la presse étrangère, comme tous les samedis, Alberto Toscano, journaliste italien à Paris, Anna Navarro Pedro, correspondante de la presse portugaise, Adeline Percept, correspondante de la RTBF à Paris, et Juan José Dorado, journaliste espagnol. On en vient à ces manifestations ce samedi contre, je cite, le racisme systémique, les violences policières et pour les libertés publiques dans de nombreuses villes. Cela fait suite à la mort du jeune Naël fin juin à Nanterre. Quelques 30 000 personnes réunies au total d'après le ministère de l'Intérieur dans tout le pays. À noter que tous les partis de gauche ne participaient pas à ces manifestations. La France Insoumise et les écologistes en étaient, mais pas le PS et le Parti communiste. Les socialistes ne reconnaissant pas, disent-ils, un racisme systémique dans les rangs de la police. Juan José Dorado, qu'est-ce que vous dites de ces divisions à gauche pour commencer ? C'est systématique, symptomatique effectivement de ce qui s'est passé déjà en 2017 avec l'explosion du PS. La NUPES, quand elle a été créée pour l'élection législative, c'était un besoin d'être représenté au Parlement pour tous. Mais c'était un mal mineur, hein, entre guillemets. On voit qu'aujourd'hui, cette manifestation souffre aussi du fait qu'il y a des élections européennes qui vont arriver et que les partis vont aller, chacun avec sa propre liste. Et puis, effectivement... Mais on retrouve effectivement ces divergences de vues, peut-être une question de radicalité sur ce point de vue des violences policières. Voilà. Et puis, il y a justement le slogan qui a été le titre de cette manifestation, violence systémique, qui, effectivement, je peux comprendre qu'effectivement... Le racisme systémique aussi. Ou racisme systémique je peux comprendre qu'une partie de la gauche ne se soit pas représentée par ce slogan. Et c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, c'est quand même un marché des dupes. D'un côté, vous voyez la gauche des LFI qui, effectivement, parle des systémiques, parlant du racisme et des violences, quand on sait qu'il y a de la violence dans la police, oui, qu'il y a du racisme, oui, mais ce n'est pas du tout systémique. Et ça, tout le monde le sait. Mais en même temps, du côté de la droite, on essaye de critiquer, disons, voilà, toute la gauche pense que, et ce n'est pas vrai. Donc c'est un débat qui existe depuis très longtemps en France. J'ai beaucoup participé en tant que journaliste à des manifestations. Et c'est vrai, vous passiez tout à l'heure un extrait d'un manifestant qui disait non, la police n'est pas toute violente, ni elle n'est pas toute raciste. Et en même temps, les Français sont conscients de quelque chose. C'est que la police française, elle est malmenée, que la police française n'est pas bien payée et qu'elle souffre. Et ça, c'est une réalité aussi. Mais c'est vrai que c'est un débat qui est quand même compliqué, dû essentiellement à cette France politique des droites et des gauches qui n'essaye pas de trouver des solutions. Débat qui dure effectivement depuis des années et qui n'est pas que français. En Belgique, Adeline Percept, on dénonce aussi, je cite, le caractère structurel et raciste des violences policières. Oui, en fait, en Belgique, souvent les sujets sociétaux se répondent entre les deux pays, c'en est un. Tout le monde, je crois, de droite comme de gauche, regrette qu'il n'y ait aucun chiffre
sur les violences policières et sur la police, eh bien, les thèmes, c'est violences policières, c'est racisme systémique, pas systémique, c'est le mal-être des policiers qui sont malmenés et qui sont mal payés. Donc, vous voyez, c'est totalement parallèle. Et au fond, moi, je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul parce qu'on est aussi 2 pays qui avons vécu un trauma profond qui sont les attentats de 2015. Et je pense qu'à cette occasion, les politiques ont pris un certain nombre de dispositions légales pour que la police ait de plus en plus de pouvoirs, et notamment des pouvoirs administratifs. Là, je ne parle plus que des violences policières un peu basiques. Et en même temps, pourquoi ? Pour le zéro risque. Et en même temps, on reproche à la police d'outrepasser de plus en plus son rôle. Donc je pense qu'il y a quand même un débat de société. C'est un peu violence contre violence, effectivement, de chaque côté. Oui, il y a un débat de société à avoir sur est-ce qu'on veut le zéro risque ? Vraiment ? À quel prix, du coup ? Et quel doit être le rôle de la police ? Et il faut que toute la police soit d'accord aussi avec les règles. Parce que... Et en même temps, ces histoires de bavures, de violences policières, je ne sais pas comment il faut les appeler, elles se multiplient. En Italie, Alberto Toscano, il y a eu un scandale à Vérone au mois de juin. Mais si, il y a eu un scandale à Vérone. Il y a des situations particulières partout. Mais ce que je remarque, moi, est que la police française a dû faire face à une vague terrible de violence dans des manifestations, à partir des Gilets jaunes et ensuite. Même avant ça, déjà avec la loi travail en 2016. La police française a été capable de gérer ça sans créer des victimes. Il y a eu des victimes dans des incidents. Il y a eu des victimes, bien sûr, dans des cas... Il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu effectivement... Enfin, dans les manifestations, il y a eu des tirs de flashball avec des... n'a pas respecté les devoirs de demeurer en contrôle. Et cette manifestation, on dit, c'est une manifestation pour les libertés publiques. Bon, la première liberté publique, pour l'opinion publique, qu'elle soit française ou italienne, est le droit à la sécurité. Et le droit à la sécurité est ne pas vivre dans un État qui ne tolère pas certains actes de violence, la criminalité organisée, le trafic de drogue. Et quand la police doit empêcher le trafic de drogue, évidemment, elle doit faire des contrôles. Et si la police fait un contrôle, il est intolérable que quelqu'un s'enfuit. La police a le devoir d'empêcher ça. Et je crois que la police doit servir les citoyens, elle sert les citoyens en garantissant leur sécurité. Ana Navarro Pedro, au Portugal, comment ça se passe ? Comment on fait face à ces violences policières qui, j'imagine, existent aussi ? Le Portugal a une police aussi il y a un débat sur la violence policière au Portugal, sur la brutalité de la police. Portugal a été épinglé, comme la France, par le Conseil de l'Europe, la France aussi par l'ONU. En plus, le rapport du Conseil de l'Europe spécifiait noir sur blanc que les violences policières sont souvent dirigées contre les immigrés africains au Portugal. Il y a eu le cas d'un Ukrainien, d'un ressortissant ukrainien qui voulait immigrer au Portugal, qui a été tué à coups de poing par la police des frontières à l'aéroport de Lisbonne il y a déjà un certain temps. Donc, il y a énormément de problèmes. Et quand on a eu les violences cet été en France, après la mort de Naël à Nanterre, eh bien, tout le débat sur les violences policières en France a fait ressurgir et redémarrer le débat sur la violence policière au Portugal. Mais bon, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire peut-être là-dessus, parce que ce n'est pas spécifique à nos pays, mais une militarisation croissante de la police dans les démocraties occidentales et au fait que beaucoup de gouvernements qui n'acceptent plus ce lien sacré dont parlait le général de Gaulle entre un peuple et son dirigeant, et que quand le lien est cassé, le dirigeant doit partir, eh bien, ces gouvernements, quand le lien est cassé, ils attendent que la police les protège de la colère ou de la protestation des citoyens. Donc c'est très difficile aussi pour la police de devenir une garde prétorienne dans les démocraties et libérales, comme dit Farik Zakaria aux États-Unis. Les violences policières en France et ailleurs. Merci Ana Navarro. Pedro, il est 20h, passé de 41 minutes. C'est l'heure du Fil Info, l'essentiel à retenir ce soir avec vous, Stéphane Milhomme.
Et après une semaine historique, selon les propres termes de l'Élysée, les visites de Charles III, le pape François, aujourd'hui encore, Emmanuel Macron est l'invité des journaux de France 2 et TF1 demain soir. Le président de la République interviendra à quelques jours de la présentation du budget 2024, parler aussi de planification écologique ou encore de la gestion de l'inflation. Il faut dépasser les différences et les fermetures. L'un des messages du pape François en France depuis Marseille. Il animait cet après-midi encore une messe devant 60 000 fidèles dans l'enceinte du stade Vélodrome, 2 jours au bord de la Méditerranée pour évoquer le sort des migrants. Un ancien préfet du Rwanda, Pierre Kayondo, mis en examen à Paris et incarcéré, suspecté d'avoir activement contribué à l'organisation du génocide de 1994 dans une partie du pays. Pierre Kayondo était aussi dans le collimateur de l'association qui traque depuis plus de 20 ans les génocidaires présumés en France au nom des victimes et des rescapés. Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, en est certain. L'Occident combat directement la Russie en Ukraine. Le gouvernement de Kiev affirme que de hauts commandants de la flotte russe ont été tués hier lors de l'attaque de Sébastopol. Des dizaines de morts et des blessés. Pas moins de 3 matchs aujourd'hui dans le mondial de rugby par ordre d'arrivée. Ce match nul entre la Géorgie et le Portugal, 18 partout. L'Angleterre écrase le Chili 71-0. Et puis à 21h depuis le Stade de France, l'Afrique du Sud affrontera l'Irlande. France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Matet. Et on aura l'occasion de parler rugby dans les prochaines minutes. Mais d'abord, vous en parliez, ce haut dignitaire rwandais, ancien préfet, mis en examen cette semaine à Paris et écroué, Pierre Kayondo, suspecté d'avoir activement contribué à l'organisation du génocide en 1994, mis en examen pour génocide. Notamment, il faisait l'objet d'une information judiciaire en France depuis 2021, après une plainte du collectif des parties civiles du Rwanda. Le président de ce collectif, Alain Gauthier, a réagi chez nos confrères de France Inter. Au moment du génocide, je crois qu'il était député et il a quitté Kigali à ce moment-là pour venir dans sa région d'origine pour inciter les gens à participer au génocide. Dans la mesure où les juges d'instruction sont déjà partis au Rwanda en commission rogatoire dans ce dossier, je pense que ça ira relativement vite. On a des plaintes avec des personnes qui sont âgées, qui échapperont à la justice parce qu'ils risquent de disparaître avant qu'ils ne soient jugés. Et ça, c'est ce que nous reprochons à la justice française depuis longtemps. On nous annonce 2 procès par an. Le retard qu'a pris la justice française ne se rattrapera jamais. Juan José Dorado, intéressant ce que dit Alain Gauthier à l'instant. À la fois, ça va aller vite sur ce dossier-là, mais la France a pris un tel retard que finalement, la justice ne le rattrapera jamais. Effectivement, quel retard, 30 ans. Pour arriver effectivement à amener devant la justice dans quelques temps l'un des responsables, supposés responsables du génocide et des crimes contre l'humanité. Mais ce qui est à remarquer, c'est justement le fait que la France est en train de faire son travail. C'est vrai que ça a été très compliqué. Le dossier rwandais pour la France a été très compliqué. On sait que pendant très longtemps, les lycées n'ont pas donné accès à tous les documents. Même encore aujourd'hui, il y a des documents auxquels certaines personnes, certains chercheurs, associations auraient besoin, pourraient accéder, et ce n'est pas encore le cas. En tout cas des choses, ce qui est important, c'est que le travail soit fait aujourd'hui et que 30 ans après, les Rwandais, après 800 000 quand même, 800 000 personnes tuées dans ces génocides, puissent avoir justice. Donc, d'autres personnes ont été arrêtées, ont été condamnées. Une trentaine de dossiers en cours. Voilà, donc continuons aujourd'hui dans cette démarche, et heureusement qu'il y a des associations qui, 30 ans après, n'ont pas oublié. Adeline Percept, comment on suit ça en Belgique ? La Belgique, un pays colonisateur du Rwanda. Oui, d'ailleurs, la Belgique a sa responsabilité dans la rivalité entre les Hutus et les Tutsis, puisque en 1930, quand la Belgique a colonisé, elle a joué de cette rivalité entre les Tutsis, qui étaient une minorité à l'époque, 15%. Environ, mais qui étaient les possesseurs des troupeaux, donc des gens plutôt riches, et les Hutus, 85%, plutôt des paysans plus simples. Donc la Belgique, pour asseoir son pouvoir, au fond, a joué de ces rivalités. Évidemment que la Belgique suit ce qui se passe. Aujourd'hui, ici en France, on sait qu'il y en a plusieurs dizaines de personnes qui ont participé au génocide. Ce monsieur-là, en l'occurrence, il était tranquillement au Havre.
Donc effectivement, c'est très important d'aller chercher tous ces gens, non seulement pour la mémoire individuelle, il y a quand même eu 800 000 personnes tuées en moins de 3 mois au Rwanda en 1994. Donc c'est un traumatisme énorme, il faut aller chercher ces gens-là et il faut absolument que la France ouvre les archives. C'est ce que vous disiez, Juan José. Il faut que la France ouvre les archives parce que la France a eu un rôle trouble pendant toutes ces années, et notamment en 93 et en 94. Il y a eu beaucoup de faits sur lesquels il faut absolument ouvrir les archives pour comprendre quel a été le rôle de l'armée dans certains épisodes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il faut vraiment ouvrir ces archives pour faire toute la lumière. Alberto Toscano. Je suis heureux qu'il n'y ait aucune responsabilité, évidemment, française dans toute cette histoire. Je le dis, si vous permettez, avec un sourire, parce que j'ai l'impression que les victimes, les 800 000 victimes, ont droit à la justice et pas à un paradis de justice. Une justice signifie faire la clarté politique sur les responsabilités politiques de plusieurs pays, à commencer, je crois, par la France, qui à l'époque a eu une attitude assez opaque, et je pèse mes mots. On a l'impression du coup que cette réparation politique se fait aujourd'hui par le biais de la justice, en contribuant à cette poursuite de... Je crois que... C'est partiel. C'est partiel, effectivement. Que la justice des vainqueurs et avec des trous noirs qu'on oublie n'est pas une vraie justice. Ceci dit, évidemment, ce n'est pas une raison pour ne pas poursuivre ce monsieur. Je me réjouis du fait que la justice française est capable, 30 ans plus tard, de poursuivre quelqu'un. Mais ne parlons pas, s'il vous plaît, de justice. Justice, c'est autre chose, et ça implique bien de recherches et bien d'archives qui s'ouvrent, et bien de responsabilités qui se manifestent. Ana Navarro Pedro. C'est les mêmes angles vus de Lisbonne. C'est pareil, ce rôle très trouble de la France, le fait qu'elle l'assume en montant, le fait aussi que les médias français, Le Monde notamment, font des enquêtes et vont interviewer des acteurs français, notamment des militaires de l'époque, qui racontent des choses, mais à ces témoignages, il faut les étayer avec les archives. Et on pense qu'effectivement, on a des raisons de croire que le rôle de la France, que la France n'aurait pas très grandi de ces révélations. Et puis, la situation s'aggrave parce qu'il y a des relations très tendues entre Paris et le Rwanda du président Kagame. Donc, effectivement, c'est une situation... Se sont un peu détendus depuis la visite du président Macron. Quelque peu. Oui, un tout petit peu, mais ça reste quand même extrêmement trouble et compliqué. Mais on ne peut pas, c'est un génocide. Il y avait une volonté d'exterminer les Tutsis au Rwanda, de les exterminer. C'était ça l'objectif. Et donc, oui, il y a un peu de justice, pas immense, et je pense que c'est pas ce qu'attendent les victimes ou les familles des victimes encore. Et peut-être qu'un jour, la France sera suffisamment capable de regarder et de présenter la vérité. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur ce haut dignitaire rwandais mis en examen donc en France et l'actualité du Rwanda. Dans un instant beaucoup plus léger, on va évoquer le sort d'Antoine Dupont. On va parler rugby, ce sera après l'essentiel. Sur France Info, 20h50, Stéphane Milhomme. Et le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, le condamne lors de la manifestation contre les violences policières. Cet après-midi à Paris, une voiture de police avec des agents à l'intérieur a été dégradée. 3 agents blessés, 6 personnes d'ores et déjà interpellées. Une banque a été dégradée. Il y avait 9000 manifestants. Le préfet du Doubs condamne, lui, fermement l'appel au meurtre de policiers inscrit sur une pancarte lors du défilé à Besançon. Il est d'autant plus indigné que l'incident intervient moins de 48 heures après une tentative d'homicide d'une extrême et rare violence, dit-il, contre un policier lors d'un contrôle de la brigade anticriminalité. C'était à Sochaux. 300 manifestants contre le maintien des déchets sur le site de Stockamine devant la mairie de Wiltonsheim dans le Bas-Rhin. Le gouvernement confirmait ces derniers jours l'enfouissement définitif
de 42 000 tonnes de déchets ultimes dans les galeries d'une ancienne mine de potasse. Un superbe tifo, un portrait géant, une hola, autant dire une ambiance proche d'un match de foot devant le pape François au Vélodrome de Marseille. Près de 60 000 personnes pour assister à cette messe géante. Le pape rentre au Vatican après avoir appelé les dirigeants européens à agir pour que la Méditerranée ne soit pas une mer morte. Un premier convoi de la Croix-Rouge internationale entre au Haut-Karabakh depuis l'offensive de l'Azerbaïdjan et 3 jours après le cessez-le-feu, un premier convoi d'international a donc pu entrer dans ce territoire avec 70 tonnes de matériel affrété par la Croix-Rouge. France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Matet. Et c'est déjà, et oui, la dernière partie des informés, beau sujet beaucoup plus léger, je vous le disais, puisqu'on va parler de rugby. Après sa blessure jeudi à la mâchoire contre la Namibie, la star des Bleus Antoine Dupont a été opéré hier soir à Toulouse avec l'espoir de pouvoir rejouer dans 3 semaines pour le quart de finale. Une certitude en tous les cas, il a le bon état d'esprit, nous dit sur France Info l'ancien joueur, la légende Daniel Herrero. D'abord, il ne se plaindra jamais. Ça, c'est une signature du rugbyman dans son ensemble, mais alors de lui en particulier. 2, il n'imposera pas son retour, mais il va dégager autour de lui l'idée que s'il y a un créneau ouvert pour que le rétablissement soit légitime et soit sécurisé, il va y aller comme un avion. Mais en même temps, l'indécision va rester jusqu'au bout. Et l'indécision, malgré tout, elle est un paramètre douloureux. Voilà, il va y aller comme un avion. J'aime beaucoup cette expression. L'indécision est un paramètre douloureux. Tiens, Adeline Percept, je sais que vous êtes une grande fan de rugby, pour le joueur ou pour tous les fans. C'est ma fête ce soir. Les filles d'un champion de rugby. Mais bien sûr. L'indécision, est-ce que c'est un paramètre douloureux pour le joueur, pour toute l'équipe de France, pour tous les fans de rugby ? Oui, et j'ai l'impression aussi pour les étrangers qui adorent ce joueur. Star mondial et le meilleur joueur du monde en 2021. Oui, c'est ça. Et tout le monde dit, même à l'étranger, je veux dire même les Anglais qui font preuve souvent d'une extrême mauvaise foi en ce qui concerne le rugby, disent c'est un excellent joueur, on veut absolument le voir sur le terrain. Donc oui, je pense que tout le monde a envie de le revoir. Alors le seul qui n'est pas trop triste, c'est Alberto Toscano, parce que c'est l'Italie, le prochain adversaire de la France. De toute façon, la France gagnera contre l'Italie, donc je serais heureux que l'équipe de France soit à son mieux. Le match sera beau. L'Italie a déjà gagné 2 matchs et elle a gagné surtout les droits de participer à la Coupe du Monde dans 4 ans en Australie. Donc pour l'Italie, c'est la 3e place dans la poule derrière la France et la Nouvelle-Zélande. C'est déjà formidable. L'absence d'Antoine Dupont, ça peut leur donner une chance quand même de gagner, ou c'est impossible contre la France? Je pense qu'il sera présent et de toute façon, je lui souhaite d'être présent et dans tous les cas, j'imagine que la France gagnera. Mais ça sera un beau match et forza azzurri, bien sûr. Allez, l'Italie pour Alberto Toscano. Tiens, je ne sais pas si on a bien fait de vous mettre à côté ce soir, Juan José Dorado et Ana Navarro. Pedro, il y a une petite bisbille, on va l'expliquer, peut-être Juan José Dorado, entre l'Espagne et le Portugal sur ce mondial. La première des choses, c'est que nous, on ne s'intéresse pas trop au mondial, et je vous explique pourquoi. C'est parce qu'on était qualifiés pour ce mondial. Ça fait plus de 20 ans qu'on ne joue pas un mondial de rugby. L'Espagne, et donc. puis, le Portugal a porté réclamation. L'Espagne a été éliminé, donc disqualifié. Et puis le Portugal joue le mondial. Donc les Espagnols, on ne suit pas de près le mondial parce qu'on est fâchés, forcément. Et en plus, on est fâchés avec les Portugais parce qu'ils nous ont mis à la porte. Qui n'est pas un grand pays du rugby au départ. Comme nous d'ailleurs, parce qu'on est tous amateurs en Espagne et au Portugal. Voilà, le rugby là-bas reste totalement amateur. Ana Navarro, Pedro, il faut tout de même dire que le Portugal a failli cet après-midi face à la Géorgie, 18 partout, donc match nul, a bien failli en toute fin de match gagner son tout premier match dans un mondial. Ça en a fallu d'un cheveu, mais bon, c'était écrit que non. Mais vous savez, c'est vraiment l'esprit amateur dans nos 2 pays. Donc c'était l'ancien rugby français. Bon, c'est plus là maintenant, mais nous avons joué uniquement en XXe siècle contre l'Espagne pendant 30 ans. On n'avait aucun autre adversaire. Et l'Espagne gagnait tout le temps. Jusqu'en 66, on a finalement réussi à gagner un match. Alors de quoi ils se plaignent, les Espagnols? Franchement, nos amis. Non. Mais pour votre vedette... Antoine Dupont. Oui. Vous savez, oui, il est très aimé, mais c'est l'amour vache. Parce qu'il a une fracture de la mâchoire. On veut qu'il aille jouer. Ça va lui faire un mal de chien, déjà. Et puis, deuxièmement, plus tard, s'il va jouer et s'il refracture sa mâchoire, à 35 ans, ce pauvre homme va avoir une arthrose au visage et des douleurs
quotidienne. Donc, c'est vraiment ne pas lui vouloir du bien. Et la France peut se passer, elle a quand même une grande équipe. Elle n'a pas besoin que d'un seul homme sauveur, un homme providentiel pour la sauver. Elle avait déjà eu l'autre meilleur joueur, son deuxième meilleur joueur, Romain Ntamak, qui avait été forfait avant le tournoi. Vous avez mis votre casquette de médecin, je vois, Nana Varro-Pedro. Non, mais on connaît ça. Plus sérieusement, c'est un vrai sujet dans le rugby. Je ne sais pas qui d'entre vous veut en parler, mais on parle beaucoup des traumatismes crâniens, notamment liés au choc qu'il peut y avoir. Alberto Toscano, c'est un vrai sujet qui existe depuis des années. C'est un vrai sujet, et évidemment, c'est un sujet de tous les sports. On a vu mais particulièrement au rugby. Des incidents sérieux dans le football. Mais effectivement, particulièrement dans le rugby, ceci dit, moi, j'ai découvert le rugby en arrivant en France il y a longtemps, et c'est un sport que j'adore. Alors, on apprend, dès qu'on s'intéresse au rugby, on aime ce sport sans trahir le football. C'est ce que j'allais dire. L'Italien, vous êtes, garde quand même la préférence au football. Juan José Dorado, on disait l'Espagne n'est pas un pays de football. Est-ce que vous vous intéressez quand même plus ou moins au rugby? On s'intéresse un tout petit peu au rugby, mais ça reste, comme je dis, c'est amateur, essentiellement du côté des universités, Madrid, Barcelone et le Pays Basque. Mais pour le reste de l'Espagne, il n'y a pratiquement pas d'équipe de rugby. Donc on est vraiment très amateur. Plus de 20 ans qu'on ne joue pas un mondial, et quand on le gagne, on n'a pas le droit d'y participer. La réalité, c'est que on va avoir une troisième mi-temps entre vous. On a un regard un peu particulier sur le rugby et sur ce mondial, mais pour l'instant on est champion du monde de football féminin. Donc avec ça va. Voilà, et on en a largement parlé féminin adore embrasser les jeunes filles. Voilà ce que j'allais dire, on en a largement parlé pour d'autres raisons. Nous n'irons pas plus loin ce soir. Merci à tous les quatre, merci infiniment d'avoir été là. Juan José Dorado, journaliste espagnol, Adeline Percep pour la RTBF, Ana Navarro-Pedro, correspondante portugaise de la presse en France, et Alberto Toscano, amateur de rugby et de football, bien sûr, journaliste italien à Paris depuis, vous me disiez tout à l'heure, depuis 37 ans, sans doute un record chez les correspondants de presse étrangère. Je ne sais pas si c'est un record, de toute façon, c'est vrai. Voilà, 37 ans. Les informés, autres certitudes reviennent demain. Très bonne soirée à tous.